Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la première édition de la soirée sur l'Oula. Voici le sommaire. Dialogue social, gouvernement, représentants de centrales syndicales et patronats se sont retrouvés à la table des négociations. Au cœur des discussions, les amendements apportés au projet de loi organique relatif à la grève. En réponse aux revendications des travailleurs, le gouvernement se dit prêt à apporter des amendements de fond. Le Maroc retrouve sa place de première destination touristique en Afrique et dans sa lancée, un nouveau record a été battu. Près de 17,5 millions de visiteurs en 2024. Mieux encore, le Maroc a pu atteindre, avec 2 ans d'avance, l'objectif fixé dans la feuille de route relative au secteur du tourisme. Les choses se sont corsées au rallye Eco-Race Africa. Les compétiteurs ont dû venir à bout du col Amodjan en Mauritanie. Une 8e étape parsemée de sable mouvant et de dunes rocailleuses. Immersion en fin de journée. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Le conseil a adopté 2 projets de décret. Le premier est relatif à la conservation des hypothèques maritimes et le second concerne les concours d'agrégation pour l'éducation et la formation. Le conseil de gouvernement a également pris connaissance de 2 accords de coopération signés avec la République de l'Azerbaïdjan dans les domaines de la logistique et de l'énergie. Et lors de ce conseil, le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargée du budget, Fawzi El-Qja, a présenté le bilan préliminaire de l'exécution de la loi de finances et d'annoncer le déficit budgétaire a poursuivi sa tendance baissière pour se situer à 4% du PIB en 2024 contre 4,3% en 2023. À la une de l'actualité aussi, le débat autour du droit de la grève. Le ministre de l'Inclusion économique, des petites entreprises, de l'emploi et des compétences, Younes Skouri, a présenté aujourd'hui le projet de loi organique sur la grève devant la commission de l'éducation, de la culture et des affaires sociales à la Chambre des conseillers. Il a affirmé que les mémorandums présentés par les centrales syndicales sont au cœur du processus de négociation. Le ministre a exprimé aussi la disposition du gouvernement à interagir positivement avec la majorité des propositions des syndicats. Écoutons ses propos. Nous avons pu tenir notre réunion de présentation du projet de loi qui définit les conditions d'exercice du droit de grève. C'était une réunion apaisée où toutes les parties prenantes ont assisté. Et elle a permis de présenter le projet de loi tel qu'il a été voté par la première chambre en insistant, et je l'ai fait au nom du gouvernement, sur le fait que nous étions prêts à recevoir les amendements des syndicats, les amendements du patronat, les amendements des partis politiques, opposition et majorité, car en définitive, nous avons un objectif commun, qui est celui d'offrir à nos concitoyens une loi de la grève qui est à la hauteur des aspirations de la société d'aujourd'hui, qui ne doit en aucun cas restreindre ce droit-là, et qui doit aussi permettre à ce que la grève s'exerce de façon normale, tout en préservant la liberté du travail, donc les droits des non-grévistes, mais également les droits de la société. Car n'oublions pas qu'en fin de compte, il faut que toute la société marocaine puisse fonctionner normalement. Les consultations entre gouvernements, représentants des centrales syndicales et patronales ont donc repris hier. Les discussions portent sur les amendements apportés au projet de loi organique relatif à la grève. Lors de cette rencontre, les différentes parties prenantes ont exposé leurs propositions. Nawel Gourari, Farah Saaf, Fouad El-Harch et Iman Ablou. Un après-midi bien chargé pour le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Autour de la table, c'est d'abord les représentants des centrales syndicales qui expriment leur position au sujet du projet de loi organique relatif à la grève. Younes Skouri relève ici que le gouvernement est prêt à apporter des amendements de fond à ce texte en réponse aux revendications des travailleurs. Le travail que nous avons fait sur le texte de loi organique qui organise la grève au Maroc a été d'abord est passé par une phase importante
dans laquelle le gouvernement, avec le Parlement, opposition et majorité à la première chambre, nous avons tous apporté des amendements de fond pour pouvoir faire en sorte que le projet de loi soit plus proche de celui que nous voulons mettre en place, à savoir un projet de loi où la grève politique n'est pas interdite, où un certain nombre de formes de grève ne sont pas interdites, où une définition plus claire de la grève qu'elle soit là, où les catégories de la population soient intégrées dans ce projet de loi, ce qui n'était pas le cas avant. Nous avons aussi rétréci de façon significative les délais qui posaient problème. Nous avons aussi revu un certain nombre de dispositions qui alourdissaient la décision de la grève et la marche de la grève. Tour à tour, les centrales syndicales proposent des amendements à un texte vital. كانت لنا فرصة من أجل تقديم تعديلات الجوهرية باسم الاتحاد العام للشغالين المغرب. Cette rencontre fut l'occasion de présenter des amendements importants. Nous maintenons notre position quant à la suppression de l'article 288 du Code pénal. Nous refusons la criminalisation de l'occupation des espaces de travail. Nous rejetons les peines qui préoccupent la classe ouvrière marocaine. Nous refusons également les délais proposés, tout comme les restrictions relatives aux notions de grève. La grève est une pratique collective et un droit constitutionnel. Nous avons fait part de nos propositions au gouvernement. Les lois sociales, dont celle de la grève, celle relative à la fusion entre la CNOPS et la CNSS et bien d'autres questions sociales, doivent être soumises au dialogue. Un round devait être tenu en septembre dernier. Le dialogue sur la loi de la grève doit être mené selon une approche basée sur la négociation. Il faut prendre le temps nécessaire à la Chambre des conseillers en vue d'aboutir à un texte qui jouit du consensus. Nous voulons que ce projet de loi fasse l'objet de dialogue, dont la transparence et la confiance de la part des différentes parties prenantes, gouvernement, centrales syndicales et patronat, en vue d'aboutir à un texte consensuel. Le droit de grève est pour la classe ouvrière l'ultime recours pour défendre ses revendications et préserver ses acquis. Nous avons tenu à réaffirmer que le droit à la grève ne peut faire l'objet de restrictions. C'est un droit qui appartient à la classe ouvrière et que nous devons protéger conformément aux dispositions internationales en vigueur. La Constitution consacre la suprématie des lois internationales. Le Royaume est aussi membre de l'Organisation internationale du travail et a ratifié un certain nombre de lois dans ce domaine. Nous enregistrons l'ouverture du gouvernement sur l'ensemble des amendements proposés. Les formations syndicales cèdent le pas au patronat, pour qui ce débat s'assigne pour objectif de réfléchir à une version assurant l'équilibre et permettant de promouvoir le bon fonctionnement de l'écosystème entrepreneurial et des investissements. Nous avons exprimé un certain nombre de remarques sur la présente version. Il y aura des débats au sein de la Chambre des conseillers pour discuter des amendements que l'on souhaite ajouter en tant que patronat. Nous remercions l'ensemble des parties prenantes et les instances constitutionnelles qui ont été un espace de débat exhaustif en vue de trouver une version équilibrée et consensuelle. La Chambre des représentants avait adopté récemment à la majorité le projet de loi organique relatif à la grève, définissant les conditions et les modalités d'exercice du droit de grève dans son ensemble, tel qu'il a été modifié et approuvé par la Chambre. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu dans l'après-midi une délégation de sénateurs français membres du groupe d'amitié interparlementaire France-Maroc. L'occasion d'explorer les nouveaux domaines de coopération qui concernent en particulier la jeunesse. Ce déplacement est initié par la Chambre des conseillers et il a démarré dans la ville de Dakhla où les sénateurs français ont constaté l'essor socio-économique de la région à travers plusieurs projets de développement. Écoutons le sénateur Max Brisson, des propos recueillis par Mohamed Touanina. Nous étions hier à Dakhla et j'ai eu l'occasion de dire à monsieur le ministre combien mes collègues et moi-même avions été impressionnés à la fois par l'importance des travaux que nous avons pu observer lorsque ils nous ont été présentés, mais aussi nous avons été impressionnés de la manière dont ces travaux s'intégrer dans une vision géostratégique, géopolitique et géoéconomique de la région et même des relations entre la France et l'Afrique à travers le Maroc. Le ministre Nasser Bourita nous a indiqué
avec beaucoup de force, suivant les instructions de Sa Majesté le Roi, qu'il fallait ouvrir un nouveau livre dans nos relations. Je crois qu'on a essayé de dessiner cet après-midi la table des matières de ce nouveau livre en cherchant un certain nombre de thèmes renouvelants profondément la coopération. Nous allons devoir faire vivre nos relations et écrire quelques-uns des pages qu'ont souhaité le souverain et le président de la République dans le renouvellement profond de cette relation entre nos deux pays. Et la sénatrice Laure Darcos, qui est au Sénat l'une des spécialistes de l'édition et du livre, a même annoncé que le Maroc, on peut le dire devant la presse, que le Maroc serait l'invité d'honneur du prochain salon du livre de Paris. Les deux chambres du Parlement tiendront mercredi prochain une séance plénière conjointe. Elle sera consacrée à la présentation d'un exposé par le premier président de la Cour des comptes sur les activités de la Cour au titre de la période 2023-2024. La séance, qui se tiendra conformément aux dispositions de l'article 148 de la Constitution, débutera à 10h dans la grande salle de la Chambre des représentants, indique un communiqué conjoint des deux chambres. La destination Maroc frappe fort. Un nouveau record touristique vient d'être enregistré en 2024. L'arrivée de 17,5 millions de visiteurs. Le royaume atteint de manière anticipée l'objectif ambitieux de sa feuille de route, initialement prévu pour 2026. Les chiffres dévoilés par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire dans un communiqué. Les précisions avec Sophia Fagelout. Le chiffre annoncé aujourd'hui est la somme de plus de 2 décennies d'investissements ciblés et de la mobilisation des professionnels du secteur. Selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, le Maroc a pulvérisé en 2024 son record avec près de 17,5 millions de visiteurs. Et cela s'est passé mieux que prévu, puisque l'objectif de sa feuille de route était initialement prévu pour 2026, indique le ministère dans un communiqué. Ces chiffres représentent une progression de 20% par rapport à 2023, soit près de 3 millions de touristes supplémentaires. Cette dynamique positive se reflète au niveau des touristes étrangers. Ils étaient près de 9 millions à visiter le Maroc l'année dernière, soit un bond de 23%. Chez les Marocains résidant à l'étranger, les arrivées ont dépassé les 8,5 millions, soit une hausse de 17%. Ces chiffres records témoignent des avancées considérables que connaît le Maroc sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Toujours selon un communiqué du ministère, ces résultats dépassent de 35% les chiffres de 2019. Ils attestent de la pertinence de la feuille de route du tourisme et confirment le positionnement du Maroc comme destination touristique incontournable et première destination en Afrique. Silence dans la symphonie. Un géant de la musique marocaine nous a quittés aujourd'hui. Le musicien et compositeur Mohamed Ben Abdeslam s'est éteint ce matin à Rabat à l'âge de 94 ans. Après une longue lutte contre la maladie, le défunt a été inhumé au cimetière Tardoum à Rabat après la prière de l'Asr. Natif de Salé, le défunt était l'un des piliers de la chanson marocaine. Une riche carrière artistique marquée par près de 250 œuvres musicales interprétées par de grands artistes tels que Ismaël Ahmed, Abdelouab Doukali, Naïma Samih, Bahija Idriss et Mohamed Idrissi. Il s'est imposé comme une figure clé de la musique marocaine, notamment en tant que chef de l'Orchestre national de la RTM. C'était dans les années 50. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. La vie et la mort nourrissent les œuvres les plus percutantes, sur grand écran notamment. Le long métrage « Mon père n'est pas mort » du réalisateur Adil Fadili promet de faire sensation. L'histoire relate les péripéties d'un enfant de 10 ans à la recherche de son père disparu. Ambiance fantaisiste dans un contexte poignant. Dominique Orlando a cité à l'avant-première du film à Casablanca. Reportage. Il faut aller voir le film de Monsieur Adil Fadili, qui est son tout premier long métrage, car il y a dans Mon père n'est pas mort tant d'éléments remarquables qui plaident dans sa faveur. La poésie saisissante de ces images qui fait installer le spectateur dans un univers
au croisement de la fête foraine et du cirque ensoleillé. La justesse de son scénario mêlant histoire et fiction qui permet de tenir toujours compacte l'attention du public d'un bout à l'autre du film, et aussi et surtout la formidable direction d'acteurs avec notamment un Omar Lotfi absolument déroutant de vérité derrière sa petite moustache de père et de monsieur loyal. J'ai de la chance d'être parmi les acteurs. Sincèrement, c'est un film qui mérite. Pour mon personnage, j'ai perdu 11 kilos. Et à chaque fois qu'on rejouons le tournage, il faut reprendre le régime, il faut donc quand vraiment mais tout ça c'est pour le bien le film. Et effectivement, cela se vérifie sur l'ensemble du film qui est l'émanation d'une volonté collective d'accompagner le réalisateur dans ses rêves les plus fous. Sa quête de la beauté souvent surprenante est ici exposée comme un véritable hymne à la joie de vivre, celle-là même qui a toujours conditionné, on peut le dire, l'existence même de toute la grande famille El Fadili. On dit que c'est un film qui vous ressemble. Ça vous fait plaisir ? Oui, ça me fait. C'est le plus grand compliment qu'on peut me faire, c'est de me dire que le film me ressemble. C'est un univers un peu fantastique, poétique. Moi qui viens des marionnettes, du théâtre, c'était spontané et c'est ce qui fait le charme de la chose. Et pour y parvenir, Adil El Fadili a fait le choix du regard d'un enfant en guise de fil d'Ariane, l'équivalent d'une ligne directrice pour l'ensemble du film, que l'on peut aussi interpréter comme la jonction quasi funambuliste entre le rêve et la réalité, entre le passé et le futur toujours proche à réinventer. On passe au sport mécanique, Rallye Eco Race Africa. On peut d'ores et déjà affirmer que la course est loin d'être une promenade de santé en Mauritanie. Amodjar est un circuit sinueux que les compétiteurs ont dû dompter. Les écarts serrés entre les leaders des différentes catégories promettent des surprises jusqu'à la ligne d'arrivée à Dakar. Côté voiture, le Français Benoît Fretin reste en pole position et aspire à la première place au général. Sur sa moto, Francesco Montanari remporte sa première victoire en 2025 lors de la 8e étape. Maria Oued. Comme Guillaume Martinez, nombreux sont les bikers à s'élancer sur le terrain ô combien sinueux d'Amodjar dans le désert mauritanien. Une étape difficile et redoutée par tous les participants sur un terrain de 356 km parsemé de sable mouvant et de dunes rocailleuses. Le sable est très très mou, donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être avec les guidons, il a desserré les supports d'amortisseur de direction et jusqu'à le refueling, j'avais plus d'amortisseur. Donc pour les pistes rapides, j'avais plus de mains. C'était pour moi une des spéciales les plus difficiles depuis le début du rallye. Et on a commencé directement dans les dunes. C'était du sable vraiment très 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 mou. Et je me suis planté une petite fois. Enfin, il fallait vraiment faire attention parce que c'est une sorte de sable mouvant où la moto plonge dedans d'un coup. On a eu ça pendant pas mal de kilomètres, 30-40 km je crois. Un défi physique, logistique et technique où chaque kilomètre parcouru est une preuve de courage et de dépassement de soi. Cette étape était très difficile. La navigation était ardue en raison du sol sablonneux. En plus, il n'y avait aucune visibilité. J'ai dû rester très concentré et vigilant pour pouvoir terminer cette course. Du côté des SSV, le parcours est lui aussi semé d'embûches. Mais pas de quoi décourager le Français Benoît Fretin,
au volant de son Century CR6 qui termine la course en un temps record. Derrière des pistes un peu plus roulantes, plutôt agréables. Je pense qu'on avait repris pas mal d'avance sur tout le monde, sauf sur un SSV au niveau du ravito. On est arrivé les premiers au ravito des voitures et on n'a vu personne pendant 20 minutes. Plus que 5 étapes avant de franchir la ligne d'arrivée sur les rives du lac Rose prévu dimanche prochain. Avec à la clé le sentiment impérissable d'avoir vécu une aventure humaine hors du commun, au cœur de l'immensité. Voilà, une arrivée prévue dans quelques jours à Dakar. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure, 18h30.